Je me souviens encore de ce bruit. Un bruit si petit dans l'immense silence qui avait envahi la salle, et pourtant si assourdissant, la cuillère de Marie envolée, puis retombée sur le marbre. Clac, un simple clac. Mais pour Coralie, la réceptionniste, c'était le signal. Le signal qu'elle attendait depuis notre arrivée, j'en suis presque sûr. J'ai levé les yeux, le visage de ma petite Marie contracté par la panique, ses petits doigts se serrant contre les miens sous la table. Elle tremblait. Je sentais sa peur, sa honte. Et puis Coralie est arrivée, ses talons claquant sur le sol poli comme des coups de marteau. Ce sourire figé qui ne trompait personne. Ce sourire qu'elle avait eu en nous voyant d'entrer, ce soir-là, il y a, ça me semble à la fois hier et une éternité. Était-ce un mardi ou un mercredi? Je ne sais plus. Mais c'était bien la veille de l'anniversaire de Marie. Le 14 octobre. Comment en étions-nous arrivés là, au milieu de ce restaurant chic de Lyon, avec une milliardaire assise à notre table et une hôtesse qui nous regardait comme si nous étions des intrus? Si je devais raconter, je devrais remonter à ce matin-là. Ce matin où je me suis réveillé avec l'estomac noué, le compte en banque à sec et une promesse à tenir. Ce jour-là, au réveil, j'ai senti la panique monter, sourde et glaciale. J'ai regardé les 47 € sur mon compte en banque, une somme ridicule qui semblait se moquer de moi. 47 €. Et Marie et mes pères, ma petite Marie, ma raison de vivre, avait 7 ans aujourd'hui. 7 ans. Elle m'avait demandé, la veille, avec cette voix douce et hésitante qu'elle utilise quand elle a peur de ma réponse. « Papa, on pourrait aller quelque part de chic ce soir? Juste une fois. » Juste une fois. Ces mots résonnaient dans ma tête, une obsession. J'ai pris mon téléphone puis je l'ai reposé. 1000 fois. Le site du Ver Vérité était encore ouvert sur mon navigateur avec la page de réservation. Une addition là-bas, pour deux, ça pouvait facilement monter entre 200 et 500 €. J'avais 47. 47! J'ai fermé l'application bancaire, puis j'ai cherché dans mes contacts. Pierre, mon frère, on ne se parlait presque plus. Une année, plus d'une année que je ne l'avais pas appelé. La fierté, tu sais, ce truc stupide qui t'empêche de demander de l'aide même quand tu te noies. Le téléphone a sonné 3 fois. J'ai pensé qu'il n'allait pas répondre. Puis sa voix. « Julien, c'est toi? » « Oui, écoute, j'ai besoin d'un service. » Le silence. J'entendais une télé, un match de foot, en arrière-plan. « Combien? » a-t-il lâché sans détour. « 200. Je te rembourse d'ici le 15. J'ai des heures sup qui tombent. » 200 €? Pourquoi faire? J'ai frotté mon front. C'est l'anniversaire de Marie. Il a soufflé. « Amène-la à la pizzeria du coin. Elle a 7 ans. Elle ne verra pas la différence. » Mais si elle l'aurait vu, ou plutôt, elle aurait senti l'effort que je n'aurais pas fait. Elle m'a demandé un truc chic, Pierre. Juste une fois, un autre silence, plus long. J'ai senti mon frère faire ses calculs. Pas des calculs d'argent, mais ceux du poids sur les épaules, du chagrin qui nous ronge. Il savait. Il me connaissait par cœur, même si on ne se voyait plus. C'est à cause de Manon. Sa voix était devenue douce, hésitante. Manon, ma femme, la mère de Marie, partie il y a 3 ans et 4 mois. Anévrisme cérébral à 31 ans. Un matin, elle préparait des crêpes, elle chantait à tue-tête avec la radio. À midi, elle était partie. Pas un signe, pas un au revoir. Juste une sirène, un brancard et un médecin qui ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire à quel point je l'aimais une dernière fois. Le regret, c'est comme une encre. Ça te tire vers le fond. Je me suis forcé à ne pas craquer. C'est pour Marie, j'ai répondu. C'est tout. D'accord, je te fais un virement, mais Julien, t'as rien à prouver à cette gamine. Elle t'aime. Je sais, c'est pour ça que je le fais. J'ai raccroché. 2 minutes plus tard, la notification est arrivée. 200 €.
Mon cœur a fait un bond, mais pas le de soulagement, de honte et de gratitude. J'ai confirmé la réservation, 19h30. 2 couverts, le verre vérité. Je suis resté là, le téléphone sur les genoux, à fixer la photo de Manon accrochée au mur en face du lit. Elle était prise pendant notre lune de miel à la Côte d'Azur. Elle riait, les cheveux emmêlés par la brise marine, à cause de quelque chose que j'avais dit. Je n'arrivais plus à me souvenir de la blague. J'avais essayé 100 fois. Le rire était resté gravé, mais les mots s'étaient évanouis. J'essaie, mon amour, j'ai murmuré. J'essaie de mon mieux. Dans le couloir, Marie était déjà levée. Assise en tailleur sur le tapis de sa chambre, entourée de peluches, elle tenait un petit miroir dans une main et la vieille brosse à cheveux de sa mère dans l'autre. La brosse était trop grande pour elle, elle l'avait toujours été. Depuis le jour où elle l'avait sortie d'une boîte dans le placard et m'avait demandé ce que c'était. « C'est la brosse de maman », je lui avais dit. Elle ne l'avait plus lâchée depuis. Marie traînait la brosse dans ses cheveux lentement, avec précaution, comme elle imaginait que sa mère l'aurait fait. Elle n'avait pas beaucoup de souvenirs de Manon, juste des éclairs. Une voix qui chantait, des mains chaudes, l'odeur de la vanille. Parfois la nuit, juste avant de s'endormir, elle pouvait presque entendre sa mère prononcer son nom. Mais au matin, c'était toujours parti. Elle a posé la brosse et s'est regardée dans le miroir. « Joyeux anniversaire, Marie », a-t-elle dit doucement. Puis elle s'est levée, a ouvert son armoire et a sorti la robe bleue. Elle était arrivée dans un colis 2 semaines plus tôt, de ma tante Hélène, la femme de Pierre, qui habitait quelque part en Bretagne. Il y avait une note à l'intérieur. « Pour ton jour spécial, ma douce, tu seras magnifique. » Marie l'avait essayé immédiatement. Elle était restée 10 bonnes minutes devant le miroir, tournant à gauche et à droite, faisant semblant d'être à un bal. Elle l'a mise maintenant, la fermant à moitié, luttant avec le reste de la fermeture éclair, puis elle a trotté pieds nus dans le couloir jusqu'à la cuisine. J'étais là, en train de verser des céréales dans un bol. Je me suis retourné et je l'ai vue, debout dans l'embrasure de la porte, la robe bleue, les cheveux à moitié brossés, une chaussette manquante. « Eh bien, j'ai dit, regarde-toi. Tu peux me fermer la robe, papa? » Je me suis approché, je me suis agenouillé et j'ai remonté la fermeture dans son dos. Elle a tourné sur elle-même. « Comment je suis? »« Millionnaire. » Elle a gloussé. « C'est beaucoup ça, des millions. » « C'est sûr. » Elle s'est installée sur sa chaise et a tiré le bol de céréales vers elle. Un instant, elle a juste remué la cuillère sans manger. J'ai remarqué, je remarquais toujours. Qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête, ma chérie? Papa, oui, on peut aller quelque part de chic ce soir. Genre, vraiment chic, juste une fois. C'était là encore, juste une fois. Ces 2 mots qui m'avaient empêché de dormir après minuit, à parcourir les avis des restaurants, à faire des calculs qui, je le savais, ne marcheraient pas. J'ai déjà fait la réservation, j'ai dit. J'ai dit, les yeux de Marie se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment? Avec des bougies et tout, des trucs chics? Des bougies, des nappes blanches, le grand jeu. Elle a posé sa cuillère et a glissé de sa chaise. Elle a fait le tour de la table et a enroulé ses bras autour de ma taille, son visage pressé contre mon ventre. « Merci, papa. » J'ai posé ma main sur sa tête. « De rien, ma puce. Maman aussi aurait aimé les choses chics, tu crois pas? » Ma main n'a cessé de bouger. J'ai fixé le plafond 1 seconde, puis j'ai regardé ma fille. « Oui, » j'ai dit, « elle aurait adoré. » Le reste de la journée a filé comme toutes les journées importantes, lentement quand on voudrait qu'elle soit rapide et rapidement quand on voudrait la ralentir. Je suis allé au travail 8 heures à l'entrepôt, à charger et décharger des conteneurs de fret dans l'air froid d'octobre. Mon chef, un homme costaud du nom de Philippe, a remarqué que je regardais ma montre plus que d'habitude. « Un rendez-vous, Mercier? »« L'anniversaire de ma fille. » Philippe a hoché la tête. « Quel âge? » « 7 ans. »
7 ans, c'est un bel âge. Ma fille en a 23 maintenant. On dirait que c'était hier qu'elle en avait 7. Philippe a marqué une pause. Il ne reste pas petit, Julien. Profite. Il ne savait pas à quel point ces mots résonnaient. J'ai pointé à 16 heures et j'ai pris ma vieille voiture, cette Civic avec 187 000 kilomètres au compteur et une vitre passager qui ne descendait plus. J'ai pris une douche, me suis rasé et j'ai ouvert mon placard. Mes options étaient limitées. 2 chemises, une blanche, une bleu clair, les 2 trouvées dans un vide-grenier. Un seul blazer, gris anthracite, que mon ami Marc m'avait donné après un entretien d'embauche l'année dernière. Les boutons des manches étaient desserrés. L'un pendait par un fil. J'ai enfilé la chemise bleue et le blazer. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai ajusté le col, tiré les manches vers le bas pour cacher les boutons qui menaçaient de s'échapper. Ça ira, j'ai grommelé. J'ai marché vers la chambre de Marie. Elle était assise sur son lit, prête. La robe bleue, les cheveux attachés avec une barrette rose qui ne cessait de glisser. Elle tenait de nouveau le miroir. « Prête, la petite fêtée ?» Elle a levé les yeux. Son visage s'est fendu d'un sourire si grand, si peu, que j'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. Pas de tristesse, mais du poids immense d'aimer quelqu'un à ce point. « Je suis prête, papa. » Nous avons marché jusqu'à la voiture. J'ai ouvert sa porte. Elle est montée, attentive à ne pas froisser sa robe. J'ai attaché sa ceinture. Je suis monté côté conducteur et j'ai démarré le moteur. Papa. Oui. Et si la nourriture est bizarre, comme des escargots ou un truc du genre? J'ai ri. Alors on commandera du pain en plus. D'accord. Nous sommes arrivés au Vert Vérité à 19h25. J'ai garé la voiture 2 pâtés de maison plus loin parce que le voiturier coûtait 20 €. 20 €. Nous avons marché ensemble, Marie me tenant de la main, ses yeux s'écarquillant à chaque pas. L'entrée du restaurant était sous une verrière, un éclairage doré et doux, et un portier en manteau sombre qui semblait être là depuis la construction du bâtiment. J'ai fait une pause juste devant. Je pouvais voir à travers les fenêtres des lustres en cristal, des nappes blanches, des hommes en costume sur mesure, des femmes en soie et en diamant. Chaque personne dans cette salle avait l'air d'être née dans le genre de vie que je ne pouvais que croiser en voiture. Ma main s'est resserrée autour de celle de Marie. « Papa, on entre. » « Oui, on entre. » J'ai poussé la porte, la chaleur m'a frappé en premier, le genre de chaleur qui ne venait pas d'un radiateur, mais de l'argent. L'air sentait le parfum de truffe et les fleurs fraîches. Un faible murmure de conversation emplissait la pièce, ponctué par le doux tintement de verre coûteux. La réceptionniste nous a repérés immédiatement. Grande, 30 ans passés, blonde avec un chignon serré, tout en noir. Son sourire est apparu comme un interrupteur, instantané et mécanique. « Bonsoir, bienvenue au Vert Vérité. Avez-vous une réservation? » « Mercier, 19h30, 2 couverts. » Elle a jeté un coup d'œil à son écran, puis elle a levé les yeux, non pas vers mon visage, mais vers ma veste. Le bouton lâche, le col légèrement effiloché. Ses yeux sont descendus vers mes chaussures. Cuir marron éraflé. Une semelle commençait à se séparer près de l'orteil. Puis elle a regardé Marie. Robe bleue, barrette rose qui tombait. Une enfant qui, clairement, ne possédait rien dans ce bâtiment. Le sourire n'a pas changé, mais quelque chose derrière lui, oui. Bien sûr, par ici. Elle nous a guidés à travers la salle principale, devant des tables où des affaires se concluaient, devant des couples dont les montres coûtaient plus cher que ma voiture, devant une table dans un coin où 3 hommes en costume à fines rayures riaient d'une histoire qui impliquait probablement un yacht. Puis elle s'est arrêtée à une table près du centre de la salle. Voilà, j'ai tiré la chaise de Marie. Elle a grimpé, ses pieds balançant au-dessus du sol. Elle a regardé la salle avec de grands yeux, la bouche légèrement ouverte. « Papa », a-t-elle murmuré, « tout le monde est tellement brillant. » J'ai souri. « Tu es la plus brillante ici. » Elle a souri,
et un instant, tout était parfait. C'est là que j'ai remarqué la femme à la table d'à côté. Elle était assise seule, robe couleur crème, simple mais visiblement coûteuse, cheveux élégamment attachés. Un verre de vin devant elle qu'elle n'avait pas touché et une assiette de nourriture qu'elle avait à peine regardée. Elle fixait le centre de la table comme si elle lui devait quelque chose. Je ne la connaissais pas, mais le reste de la salle, si. Chaque serveur qui passait près de sa table ajustait sa posture. Le sommelier était venu la voir 2 fois en 10 minutes. Un homme à une table voisine n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil, de pousser sa femme du coude, de murmurer. Même la réceptionniste l'avait vérifié avant de nous placer, Marie et moi. Sophie Whitmore, 34 ans, fille unique de Richard et Eleanor Whitmore. Héritière de Whitmore Capital, une société d'investissement qui gérait plus de 40 milliards d'euros d'actifs. Elle avait fait la couverture de Forbes 2 fois, avait été interviewée par le New York Times 3 fois et photographiée à chaque gala de Paris à Monaco. Mais ce soir-là, elle avait l'air fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare, le genre qui s'installe derrière les yeux quand on a joué une version de soi-même pendant si longtemps qu'on a oublié laquelle est la vraie. Sophie a pris sa fourchette, l'a reposée, a pris son verre de vin, l'a reposé aussi. Elle a expiré lentement et a tourné la tête vers la fenêtre, regardant les lumières de la rue se brouiller à travers la pluie qui venait de commencer à tomber. Elle ne nous voyait pas encore, Marie et moi. Marie n'arrivait pas à rester tranquille. Elle a touché la nappe. Elle a tapoté le verre en cristal doucement avec son ongle et a gloussé au son que ça produisait. Elle a déplié sa serviette, l'a repliée, l'a dépliée de nouveau. Elle vibrait d'une joie qui n'existe que chez les enfants. Le frisson pur, non filtré, d'être quelque part de nouveau. « Papa, regarde, il y a 3 fourchettes. » « Oui. Pourquoi ils ont besoin de 3 fourchettes? » « Des plats différents. » « C'est quoi un plat? » « C'est comme des chapitres. Chaque chapitre a sa propre fourchette. » C'était la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. J'ai ri. Un vrai rire, le genre que je n'avais pas souvent l'occasion d'utiliser. Le serveur est arrivé. Jeune, 25 ans peut-être, visiblement nerveux, tripotant son carnet de notes. « Bonsoir, je m'appelle Marc. Je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer? » « De l'eau, s'il vous plaît, » j'ai dit. « Et elle aura du jus de pomme, » a déclaré Marie. « Dans un verre chic, s'il vous plaît. » Marc a souri, un vrai sourire. Un jus de pomme dans un verre chic, tout de suite. Il est parti, Marie s'est penchée par-dessus la table. « Papa, il était gentil. » « Oui, il l'était. Pas tout le monde ici est gentil, par contre. » J'ai la regardé. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » « La dame qui nous a amenés ici, elle a regardé tes chaussures. » Je me suis immobilisé. 7 ans et elle avait remarqué ça. 7 ans et elle savait déjà ce que ce regard signifiait. « Ne t'inquiète pas pour elle, » j'ai dit. « Je ne m'inquiète pas. Je n'aime juste pas quand les gens sont méchants avec toi. » Elle n'était pas méchante, ma puce. Elle était juste... Elle jugeait. Ma maîtresse, Madame Dubois, dit qu'on ne devrait pas juger les gens à ce qu'ils portent. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré la sienne. Madame Dubois a l'air d'être une femme intelligente. Elle l'est. Elle dit aussi que je parle trop. Eh bien, personne n'est parfait. Marie a gloussé de nouveau et le son a rempli notre petit coin de la pièce comme la lumière du soleil brisant une fenêtre. 20 minutes ont passé. La nourriture est arrivée, ou du moins le premier plat. Une sorte de soupe que je ne pouvais pas prononcer et que Marie a regardé avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est? » a-t-elle murmuré. « Goûte. » Elle a plongé sa cuillère et pris une minuscule gorgée et ses yeux se sont écarquillés. « Papa, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. »« Meilleure que ma soupe de nouilles au poulet? » Elle a hésité. « Différente, meilleure. » Réponse diplomatique. « Malin, ça. » Nous avons mangé. Nous avons parlé. Marie m'a parlé de l'école, de sa meilleure amie Léa,
du projet scientifique qu'elle construisait avec des rouleaux de papier toilette et des paillettes. J'ai écouté chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde, parce que pour moi, ça l'était. Et pendant un petit moment, le restaurant n'a pas compté. Les prix n'ont pas compté. Les gens autour de nous n'ont pas compté. Il n'y avait qu'un père et sa fille assis ensemble, heureux. Puis le serveur est revenu, portant une petite assiette avec un seul cupcake. Une bougie était déjà allumée. « Joyeux anniversaire à la jeune femme », a dit Mark, le posant devant Marie. Son visage s'est illuminé, elle a haleté, elle a applaudi des mains. C'est alors que ça s'est produit. Sa main droite a heurté le bord de sa cuillère. Elle a volé de la table, a tourné dans les airs et a cliqueté sur le sol de marbre avec un son qui a résonné dans tout le restaurant comme un coup de feu dans une bibliothèque. Toutes les têtes se sont tournées. Marie s'est figée. Ses mains sont allées à sa bouche, ses yeux remplis de panique instantanée. Le genre de panique qu'un enfant ressent quand il pense qu'il vient de tout gâcher. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne l'ai pas fait exprès. » J'étais déjà en train de me pencher pour la ramasser. « Et c'est bon, ce n'est qu'une cuillère, ce n'est pas grave. » Mais à travers la pièce, Coralie était déjà en mouvement. Elle a marché vers notre table avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui attendait une raison. Ses talons ont claqué contre le sol de marbre, sec, délibéré, chaque pas un verdict. Elle s'est arrêtée à notre table. Le même sourire, le même interrupteur mécanique. « Monsieur », a-t-elle dit. Sa voix était basse, mais dans une pièce si silencieuse, basse était assez fort. « J'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu concernant votre placement. » J'ai levé les yeux du sol, cuillère à la main. « Excusez-moi, cette section, » elle a fait un vague geste vers les tables environnantes, « est généralement réservée à nos clients premium, nos membres fidèles. Je crois qu'il y a un espace plus approprié vers l'arrière où vous et votre fille pourriez être plus à l'aise. » Elle a dit « plus à l'aise », comme on dirait « pauvre de vous », avec un sourire qui signifiait l'inverse. J'ai posé la cuillère sur la table. Je me suis redressé lentement. « J'ai fait une réservation », j'ai dit, « pour cette table. Je peux vous montrer la confirmation. » « Je comprends, monsieur, mais parfois notre système... Votre système nous a placés ici il y a 20 minutes. Oui, et je m'excuse pour le désagrément, mais il n'y a pas de désagrément. Nous sommes en train de dîner. » Coralie a jeté un coup d'œil aux tables autour d'eux. Deux couples avaient arrêté de manger. Un homme en costume bleu marine regardait avec des sourcils levés. Elle s'est penchée plus près. « Monsieur, j'essaye de gérer ça discrètement. »« Gérer quoi? Ma fille mange un cupcake. Elle a fait tomber une cuillère. C'est ça que vous gérez? » La main de Marie a trouvé la mienne sous la table. Elle a serré fort. Je pouvais la sentir trembler. « Papa, » a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible. « C'est bon, on peut partir. Ça ne me dérange pas. » J'ai regardé ma fille, 7 ans, robe bleue, barrette rose qui tombait de ses cheveux, cupcake d'anniversaire avec une bougie toujours allumée devant elle. Et elle proposait de partir, non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne voulait pas que son père soit embarrassé. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'était accumulé pendant 3 ans. Chaque nuit passée à m'inquiéter de l'argent. Chaque matin à préparer son déjeuner avec ce qu'il restait. Chaque fois que quelqu'un me regardait comme si je n'étais pas assez bien, je me suis tourné vers Coralie. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas serré les poings ni fait de scène. Je l'ai juste regardé avec le genre de calme qui ne vient que d'un homme qui a déjà survécu à la pire chose qui puisse arriver à une personne. « Elle est avec moi », j'ai dit, 4 mots. Calme, stable, absolu. Coralie a cligné des yeux. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Et à 12 mètres de là, Sophie Whitmore, qui fixait son verre de vin, perdu dans le brouillard d'une autre soirée insignifiante, a entendu ces mots atterrir dans le silence comme une pierre tombée dans une eau calme. Sa fourchette lui a glissé des doigts
et a heurté le bord de son assiette avec un léger tintement. Elle a tourné la tête et pour la première fois cette nuit-là, elle les a vus. Un homme en veste empruntée, assis droit, une petite fille en robe bleue tenant la main de son père comme si c'était la seule chose sûre au monde. Le souffle de Sophie s'est coupé car elle a reconnu cette fille. Pas son visage, pas son nom, mais l'expression. La façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur. La façon dont ses yeux parcouraient la pièce à la recherche d'une sortie. La façon dont elle se faisait plus petite, espérant que si elle se rétrécissait suffisamment, le mauvais moment passerait. Sophie connaissait cette expression. Elle l'avait portée pendant toute son enfance. Elle s'élute de sa table. Sa chaise a raclé le sol de marbre et le son a traversé la pièce comme une lame. Tous les regards se sont tournés vers elle. Sophie Whitmore était debout et elle marchait vers l'homme à la veste empruntée. Les talons de Sophie Whitmore frappaient le marbre un pas après l'autre. Et à chaque pas, la pièce devenait plus silencieuse. Elle n'avait pas prévu cela. Il y a 5 minutes, elle était assise à sa table, souhaitant être n'importe où ailleurs. Son appartement, sa voiture, un parking de station service, n'importe où qui ne l'obligeait pas à sourire aux étrangers et à prétendre qu'elle passait une soirée merveilleuse. Elle était venue ce soir parce que son assistant, David, lui avait dit qu'elle devait être vue. « Tu as manqué les 3 derniers événements, Sophie. Les gens commencent à parler. » Alors elle est venue. Elle a commandé de la nourriture qu'elle ne voulait pas. Elle était assise seule à une table pour 2 parce que la personne censée la rejoindre, un capital risqueur nommé Roger je ne sais plus quoi, avait annulé 40 minutes avant la réservation. C'était bien. Sophie était habituée aux annulations. Elle était aussi habituée à ce que les gens se montrent. Aucune des 2 versions ne lui faisait sentir une différence. Que la chaise en face d'elle soit vide ou occupée, la solitude était la même. Mais alors elle avait entendu ces 4 mots. « Elle est avec moi » et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de vieux, quelque chose qu'elle pensait avoir enterré il y a longtemps, s'était fissuré. Maintenant, elle passait devant les tables, devant les murmures, devant le serveur, qui avait failli laisser tomber un plateau en la voyant se diriger vers le centre de la pièce. Coralie l'a vue arriver et est devenue pâle. Mademoiselle Whitmore. Sophie ne l'a pas regardée. Pas encore. Elle a marché droit vers la table de Julien et s'est arrêtée. Julien a levé les yeux vers elle. Il ne savait pas qui elle était. Il a vu une femme en robe couleur crème, debout seule, le regardant avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Sa main tenait toujours celle de Marie sous la table. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé. Pas impoli, pas froid, juste prudent. La façon dont un homme devient quand il a déjà été poussé une fois et attend de voir si ça va se reproduire. Sophie l'a regardé longuement. Puis elle a baissé les yeux vers Marie. Le visage de la petite fille était toujours contracté par la peur, son cupcake d'anniversaire intact, la bougie se consumant lentement, la cire commençant à couler sur l'assiette. Sophie s'est tournée vers Coralie. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-elle demandé. Coralie a redressé ses épaules. « Mademoiselle Whitmore, ce n'est rien, juste un petit ajustement de place. Je suggérais simplement que ce monsieur et sa fille pourraient être plus à l'aise ?» a répété Sophie. Elle l'a dit lentement, laissant chaque syllabe tomber. « Vous voulez dire plus loin de la fenêtre, plus loin du centre, plus loin de quiconque pourrait les remarquer ?» Le sourire de Coralie a vacillé. « Ce n'est pas ce que je... » « J'ai entendu ce que vous avez dit. » La voix de Sophie ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. J'étais assise à 12 mètres d'ici depuis les 20 dernières minutes. J'ai entendu chaque mot. Coralie a regardé autour de la pièce, soudain consciente que chaque table observait. Elle a baissé la voix. « Mademoiselle Whitmore, je vous assure que c'est une procédure standard pour... » « Pourquoi ?» a coupé Sophie. « Pour un père qui emmène sa fille dîner pour son anniversaire, c'est pour ça que vous avez besoin d'une procédure? » Silence. Coralie a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte.
Rien n'est sorti. Sophie s'est de nouveau tournée vers Julien. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Cela n'aurait pas dû arriver. » Julien a étudié son visage. Il y voyait quelque chose d'inattendu. Pas de la pitié, pas une performance, mais de la reconnaissance. Comme si elle comprenait quelque chose à ce moment qui allait au-delà des apparences. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, a-t-il dit doucement. « Je sais que non. »« Alors pourquoi le faites-vous » Sophie n'a pas répondu tout de suite. Elle a de nouveau regardé Marie. La petite fille la fixait avec de grands yeux. Le genre d'yeux qui n'ont pas encore appris à cacher ce qu'ils ressentent. « Parce que quelqu'un devrait, » a dit Sophie. Elle a tiré la chaise vide de leur table et s'est assise. Coralie a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêtée. Elle ne savait pas quoi faire. Sophie Whitmore, L.A. Sophie Whitmore, était assise à une table avec un ouvrier d'entrepôt et sa fille de 7 ans, et toute la salle à manger était devenue si silencieuse qu'on entendait la pluie tomber sur les fenêtres. Sophie a croisé les mains sur la table et a regardé Marie. « C'est vraiment ton anniversaire aujourd'hui? » Marie a hoché la tête lentement, toujours incertaine. « Quel âge as-tu? » « 7. »« 7 ans, c'est un super âge. Tu sais que ce que j'ai eu pour mes 7 ans? » Marie a secoué la tête. « Un poney. » La bouche de Marie s'est ouverte. « Un vrai poney? » « Un vrai poney. Il s'appelait Chester. Il était brun et blanc, et il a mordu ma nounou le premier jour. » Marie a laissé échapper un petit rire. C'était le premier son qu'elle avait émis depuis que la cuillère était tombée. « Tu le montais? » a demandé Marie. Chaque jour de cet été-là, il était horrible. Il n'allait jamais où je voulais qu'il aille. Il s'arrêtait au milieu du chemin et mangeait de l'herbe, et je restais là à lui crier dessus, et il m'ignorait complètement. Marie a ri de nouveau, plus fort cette fois. C'est un mauvais poney, le pire poney, mais je l'aimais. Je regardais cet échange sans dire un mot. Je regardais le visage de ma fille changer, la peur s'en aller, les couleurs revenir, son corps se déplier lentement de la boule serrée dans laquelle elle s'était recroquevillée. Cette femme, qui qu'elle soit, faisait quelque chose qu'aucune somme d'argent ou de statut ne pouvait acheter. Elle faisait en sorte qu'une enfant effrayée se sente en sécurité. « Je suis Julien, » j'ai dit, « et voici Marie. »« Sophie ?» Elle a tendu la main. Je l'ai serrée. Sa prise était ferme, sa paume lisse. Elle n'avait jamais chargé un conteneur de fret de sa vie, mais la façon dont elle me regardait, de manière égale, directe, sans aucune trace de condescendance, me disait qu'elle ne faisait pas ça pour se sentir bien. « Votre fille a bon goût, » a dit Sophie. « Cette robe est magnifique. »« C'est ma tante Hélène qui l'a envoyée, » a dit Marie rapidement, assise plus droite maintenant. « De Bretagne, elle a dit que je serais belle. » Elle avait raison. Le serveur, Mark, le jeune homme nerveux, est apparu au bord de la table, incertain de s'approcher. Sophie lui a fait signe de venir. « Mark, n'est-ce pas? »« Oui, madame. Mademoiselle Whitmore. » Il vibrait pratiquement d'anxiété. « Mark, j'aimerais que vous apportiez à cette table votre meilleure carte des desserts et une nouvelle bougie pour ce cupcake, et tout ce que cette jeune femme veut boire. »« Plus de jus de pomme, s'il vous plaît, » a dit Marie, dans un verre chic. Mark a hoché la tête, un sourire perçant sa contenance professionnelle. « Un jus de pomme, verre chic, tout de suite. » Il a disparu. Je me suis penché en avant. « Écoutez, j'apprécie ce que vous faites, vraiment. Mais vous n'avez pas à payer pour quoi que ce soit. Je peux couvrir notre dîner. »« Je sais que vous le pouvez, » a dit Sophie. « Mais j'aimerais le considérer comme un cadeau d'anniversaire de la part d'une étrangère. » Nous n'acceptons pas la charité. Le mot a plané dans l'air entre nous. Charité. Je l'ai dit sans colère, mais avec une sorte de fermeté tranquille que Sophie a immédiatement reconnue. La fierté. Pas le genre arrogant. Le genre qui permet de survivre. Le genre qui te fait tenir le coup quand plus rien d'autre ne le fait. Sophie s'est penchée en arrière sur sa chaise. Mon père disait la même chose. Elle a dit, il disait, les Whitmore ne prennent rien à personne. Et vous savez ce que cela signifiait vraiment? Quoi? Cela signifiait qu'il ne laissait jamais personne l'aider. Ni ses amis, ni sa famille, ni sa femme. Il a construit une entreprise de 40 milliards d'euros
et est mort seul dans une chambre d'hôpital parce qu'il a dit aux infirmières qu'il n'avait besoin de personne pour s'asseoir avec lui. Sophie a marqué une pause. Il avait tort. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la table, la nappe blanche, mes propres mains, calleuses, cicatrisées par les cutters et les chaînes de quai de chargement. Des mains qui tressaient les cheveux de ma fille tous les matins, même si je n'y étais toujours pas très doué. Ma femme est morte il y a 3 ans, j'ai dit. Je ne savais pas pourquoi je lui racontais ça. Peut-être la façon dont elle avait parlé de son père. Peut-être le fait qu'elle était la première personne depuis longtemps à ne pas me regarder comme un problème à résoudre. Anévrisme cérébral, elle avait 31 ans. L'expression de Sophie n'a pas viré à la pitié. Elle est restée stable, présente. Marie avait 4 ans, j'ai continué. Elle ne se souvient pas vraiment d'elle. Elle a des éclairs, une voix, une odeur, le sentiment d'être tenue, mais les souvenirs réels. J'ai secoué la tête. Ils s'en vont, et je ne peux pas les empêcher de s'en aller. J'essaie de lui raconter des histoires sur Manon, de lui montrer des photos, mais ce n'est pas la même chose que de se souvenir. Non, a dit Sophie doucement, ce n'est pas le cas. Alors, quand elle m'a demandé ce matin si nous pouvions aller quelque part de chic juste une fois, je n'ai pas pu dire non. Je sais que ce n'est qu'un dîner. Je sais qu'elle en aura oublié la moitié la semaine prochaine, mais en ce moment, ce soir, elle se sent spéciale et c'est suffisant. Sophie m'a regardé longtemps. Dans son monde, les gens parlaient constamment d'argent. Comment en gagner, comment le faire fructifier, comment le protéger. Mais elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé d'amour comme ça. Pas d'amour romantique, pas le genre performatif que les gens affichent lors des collectes de fonds et des galas, mais le genre brut, épuisant, quotidien, le genre qui se présente à 6 heures du matin avec une brosse à cheveux qu'il ne sait pas utiliser. « Vous êtes un bon père, Julien » a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Je suis un père fatigué. C'est généralement la même chose. Marie, qui avait écouté avec l'intensité concentrée que seuls les enfants possèdent, a soudainement regardé Sophie et a dit « Vous êtes l'ami de mon papa ?» J'ai commencé à répondre, mais Sophie a parlé la première. « J'aimerais l'être » a-t-elle dit, « si ça te convient. » Marie a réfléchi à cela avec la gravité d'une juge de la Cour suprême évaluant une affaire. Elle a regardé la robe de Sophie, puis son visage, puis ses mains. « Vous aimez les crêpes ?» a demandé Marie. Sophie a cligné des yeux. « Les crêpes? Mon papa fait des crêpes le samedi. Elles ne sont pas très bonnes, mais il essaie vraiment fort. »« Hé, j'ai protesté. C'est vrai, papa. Elles sont plates. »« Elles sont censées être plates. Ce sont des crêpes. La maman de Léa fait des crêpes moelleuses. » La maman de Léa est chef pâtissière, Marie. Ce n'est pas une comparaison juste. Sophie a ri. Un vrai rire. Il est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et le son l'a surprise elle-même. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ri comme ça. Sans garde, sans pratique, sans vérifier d'abord qui regardait. « J'adore les crêpes, » a dit Sophie. « Même les plates. Alors vous pouvez venir chez nous pour les crêpes, » a déclaré Marie. « Mais il faut apporter votre propre sirop, parce que nous n'avons que celui du supermarché. »« Marie, j'ai dit, mon visage se tordant, tu ne peux pas simplement inviter les gens chez nous. »« Pourquoi pas? Elle est gentille et elle n'a personne à sa table. » Les mots sont tombés comme un marteau enveloppé de velours. Le sourire de Sophie a vacillé juste une seconde. Une minuscule fissure à la surface qu'elle a couverte presque instantanément. Mais je l'ai vue, l'éclair de quelque chose de brut et d'exposé derrière ses yeux avant que le masque ne reprenne sa place. Elle n'a personne à sa table. 7 ans, pas de filtre, pas de diplomatie, juste la vérité. Servie sans une once de tact. « Marie a raison, » a dit Sophie doucement. « Je n'en ai pas. Il y a eu une pause, le genre de pause qui s'installe entre deux personnes qui viennent de se dire accidentellement quelque chose de vrai.
Puis Marc est revenu avec le jus de pomme dans un verre à vin en cristal, un menu de dessert de la taille d'un petit roman et une bougie fraîche pour le cupcake. « Dois-je l'allumer » a-t-il demandé. Marie a hoché la tête avec enthousiasme. Marc a allumé la bougie et la petite flamme a vacillé entre eux, entre l'ouvrier d'entrepôt, la milliardaire et la petite fille en robe bleue qui, sans le savoir, venait de dire la vérité que personne à aucune de ces tables n'avait le courage de dire. « Fais un vœu », j'ai dit. Marie a fermé les yeux. Elle les a serrés fort, tout son visage se plissant avec l'effort de vouloir désespérément quelque chose. Puis elle a soufflé la bougie d'un seul souffle. « Qu'as-tu souhaité ?» a demandé Sophie. « Je ne peux pas vous le dire, alors ça ne se réalisera pas. » C'est une bonne politique, mais je peux vous dire que c'est un très bon souhait. Je te crois. Marie a pris sa fourchette et a pris une bouchée du cupcake. Le glaçage a taché sa lèvre supérieure. Elle s'en fichait, elle souriait de nouveau. Ce sourire large, sans garde, de tout le corps qui n'arrive que lorsqu'un enfant se sent complètement en sécurité. Et en face, Sophie Whitmore, qui avait dîné avec des sénateurs, des PDG et 2 anciens présidents, était assise sur une chaise empruntée à une table qui n'était pas la sienne et ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis plus longtemps, qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. Mais Coralie n'avait pas bougé. Elle se tenait toujours à 6 mètres, les mains jointes devant elle, à regarder, et l'expression sur son visage n'était pas de l'embarras. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose que Sophie n'avait pas encore remarqué. Mais Julien, lui, l'avait fait, parce que Julien Mercier connaissait ce regard. Il l'avait vu 100 fois dans sa vie, lors d'entretiens d'embauche, lors de réunions parents-professeurs, dans les yeux de gens qui vous souriaient en décidant que vous n'aviez pas votre place. Coralie n'avait pas fini. Elle attendait juste le bon moment, et il arrivait. Le nom de Coralie était Coralie Deneuve. Elle travaillait au Vert Vérité depuis 6 ans, ayant commencé comme serveuse et gravi les échelons jusqu'à la direction de la salle grâce à une combinaison d'efficacité impitoyable et d'un instinct pour savoir exactement qui comptait et qui ne comptait pas. Dans un restaurant comme celui-ci, cet instinct était tout. La mauvaise personne à la mauvaise table pouvait changer toute l'énergie d'une pièce. Le travail de Coralie n'était pas seulement de placer les gens. C'était de curer une expérience, et en ce moment, cette expérience était perturbée. Elle a regardé Sophie Whitmore assise à la table de l'ouvrier d'entrepôt, riant avec sa fille, et elle a senti quelque chose se resserrer dans son estomac. Pas de culpabilité. Coralie ne ressentait pas de culpabilité. Ce qu'elle ressentait, c'était de l'exposition. Sophie Whitmore était la cliente la plus importante de la salle ce soir, et elle venait de corriger publiquement Coralie devant toutes les tables qui comptaient. Ce n'était pas quelque chose que Coralie pouvait laisser passer. Pas si elle voulait conserver son poste. Pas si elle voulait conserver le respect du personnel, de la direction et de la clientèle qui s'attendait à ce que le Vert Vérité soit un certain genre d'endroit. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un SMS au directeur général, M. Lefebvre, qui était dans son bureau à l'étage en train de vérifier les commandes de vin. « Nous avons une situation au rez-de-chaussée. Table 14. Sophie Whitmore est impliquée. Vous devez descendre. » M. Lefebvre a répondu en 12 secondes. « J'arrive. » Coralie a remis son téléphone dans sa poche et a ajusté sa posture. Elle ne s'est plus approchée de la table. Pas encore. Il a attendu près du bar, observant, se composant, préparant la version des événements qu'elle livrerait à M. Lefebvre à son arrivée. À table, Marie racontait à Sophie son projet scientifique scolaire. « C'est un volcan », a dit Marie, les yeux brillants, « mais pas un volcan ennuyeux. Le mien a des paillettes dans la lave. » « De la lave pailletée. » Sophie a dit, « C'est de l'innovation, ça. » Léa a dit que les paillettes, c'est salissant, mais j'ai dit que c'était le but. Si ton volcan n'est pas salissant, alors ce n'est pas une vraie explosion. Léa a l'air de jouer la sécurité.
Oui, elle a fait une affiche sur les papillons. C'était joli, mais personne n'a fait wow en la voyant. Mon volcan a fait sursauter Tom Dupuis. C'est la marque d'un grand scientifique, a dit Sophie. Faire sursauter Tom Dupuis. Je regardais ma fille avec le genre d'attention tranquille que Sophie avait commencé à remarquer. Je ne vérifiais pas mon téléphone. Je ne regardais pas la pièce. Je ne jouais pas au rôle de père pour un public. J'étais simplement présent, pleinement, complètement, comme si la seule chose au monde qui comptait était cette petite fille de 7 ans et son volcan pailleté. Sophie avait grandi avec un père qui n'était jamais présent. Richard Whitmore avait été constamment dans la pièce, à table, à son récital, à ses remises de diplôme, mais il n'était jamais vraiment là. Son esprit était toujours ailleurs, sur une affaire, une fusion, un chiffre. Sophie testait souvent. Elle disait quelque chose d'extravagant au dîner juste pour voir s'il écoutait. « J'ai eu un tatouage aujourd'hui, papa. »« C'est bien, ma chérie. » Il ne l'avait jamais entendu, pas une seule fois. Me regarder écouter Marie parler d'un volcan pailleté avec la même concentration qu'un autre homme accorderait à une réunion de conseil d'administration a fait mal profondément à Sophie. « Votre fille est remarquable, » a dit Sophie doucement pendant que Marie était distraite par le menu des desserts. « C'est la fille de sa mère, » j'ai dit. Manon pouvait parler à n'importe qui de n'importe quoi. Les caissières, les chauffeurs de taxi, le gosse du magasin de bricolage. Elle entrait dans une pièce et en 5 minutes, elle connaissait le nom de tout le monde et de leurs chiens. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. J'ai marqué une pause. Marie a sa voix, même tonalité, même rythme. Parfois, quand Marie parle d'une autre pièce, j'oublie une seconde. Juste une seconde. Et puis je me souviens. Sophie n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle avait entendu « je suis désolée » 1000 fois dans sa vie, en son sein, aux funérailles de son père, lors d'événements caritatifs, de personnes qui disaient les mots parce qu'elles ne savaient pas quoi dire d'autre. S'excuser était facile. S'excuser ne coûtait rien. Au lieu de cela, elle a juste hoché la tête. Et dans ce hochement de tête, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Une compréhension sans artifice. « Papa, » a dit Marie, levant les yeux du menu, « c'est quoi une crème brûlée? » « C'est comme un pudding, mais plus chic. Ils brûlent le dessus avec un petit chalumeau. Ils le mettent dans le feu. Juste le sucre. Je veux ça. Je veux le pudding de feu. Alors, pudding de feu, ce sera. » Sophie a levé la main et Marc est apparu instantanément. « Une crème brûlée pour la petite fêtée, s'il vous plaît. Et Marc, pourriez-vous demander à la cuisine de faire le flambage à table? Je pense qu'elle apprécierait de le voir. » « Absolument, mademoiselle Whitmore. » Marc est parti et Marie a attrapé mon bras. « Ils vont l'allumer en feu à table, papa. »« Attends-le! » J'ai entendu. C'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Et Julien Mercier, qui avait 47 € sur son compte ce matin-là, qui avait emprunté de l'argent à un frère à qui il parlait à peine, qui était entré dans ce restaurant entièrement préparé à être refoulé, a regardé le visage de sa fille et l'a cru. C'est là que M. Lefebvre est apparu. Il venait du couloir de derrière, se déplaçant dans la salle à manger avec l'aisance d'un homme qui avait passé 20 ans dans la restauration. Cinquantaine, cheveux argentés, un costume qui lui allait comme s'il avait été cousu sur son corps. Il s'est arrêté à côté de Coralie au bar et elle s'est penchée. « L'homme de la TAC 14, » a dit Coralie. « Il n'a pas sa place ici. J'ai essayé de le reloger discrètement, mais mademoiselle Whitmore est intervenue. Elle est assise à sa table maintenant. » Monsieur Lefebvre a regardé à travers la pièce. Il a vu Sophie. Il m'a vu. Il a vu la petite fille en robe bleue qui étudiait actuellement le menu des desserts avec l'intensité d'une doctorante. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'a pas sa place ici » a demandé Monsieur Lefebvre. « Regardez-le, Monsieur Lefebvre. La veste est empruntée. Les chaussures sont en lambeaux. Il est venu avec une enfant de 7 ans et a commandé de l'eau.
C'est le verre vérité, pas un restaurant familial. Monsieur Lefebvre est resté silencieux un instant. Il avait une réservation? Oui, mais a-t-il causé un trouble? L'enfant a fait tomber une cuillère. Et d'une cuillère. C'était perturbant. Et les autres convives. Coralie, la voix de Monsieur Lefebvre a baissé. Sophie Whitmore est assise à sa table. Elle les reçoit personnellement. Si je vais là-bas et que je demande à cet homme de partir, que pensez-vous qu'il se passera demain matin lorsque les gens de Sophie appelleront le propriétaire? La mâchoire de Coralie s'est serrée. Alors, on laisse n'importe qui entrer ici et... Il a une réservation. Il dîne avec sa fille. Et en ce moment, la femme la plus puissante de cette pièce a décidé qu'il était exactement à sa place. Alors, oui, Coralie, on le laisse dîner. Coralie a fixé M. Lefebvre. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Pas de l'acceptation, mais du calcul. Elle se regroupait, elle ne battait pas en retraite. D'accord, a-t-elle dit, mais ce n'est pas fini. Ça l'est pour ce soir, a répondu M. Lefebvre. Il est retourné vers le couloir sans regarder de nouveau la table. Coralie est restée seule au bar. Elle a pris un verre d'eau, a bu une gorgée et l'a posé. Ses mains étaient instables. Son expression était neutre, mais derrière ses yeux, une décision se formait. Si elle ne pouvait pas faire partir l'homme, elle s'assurerait qu'il ne revienne jamais. Elle a marché jusqu'au poste des serveurs et a trouvé Mark en train de remplir une carafe d'eau. Mark, il a levé les yeux. Oui. Table 14. Quand l'addition arrivera, assurez-vous que le monsieur voit le total complet avant que la carte de Mademoiselle Whitmore ne soit utilisée. Chaque article, chaque plat. Laissez-le voir exactement ce que coûte ce repas. Mark a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je vous le demande, et parce que si vous voulez continuer à travailler les vendredis et samedis soirs, vous ferez ce que je vous demande. Mark l'a regardé longtemps. Il avait 25 ans, 3 mois dans ce poste, portant des prêts étudiants qui lui semblaient un fardeau autour du cou. Il avait besoin des quarts de week-end. Il avait besoin des pourboires. Il avait besoin de ce travail. D'accord, a-t-il dit doucement. Coralie lui a tapoté l'épaule. Bien. Elle s'est éloignée et Mark est resté là, tenant la carafe d'eau, fixant le sol. Il a pensé à la petite fille en robe bleue qui avait demandé du jus de pomme dans un verre chic. Il a pensé à la façon dont elle avait dit « s'il vous plaît » sans y être invitée. La façon dont elle avait gloussé quand il l'avait apporté dans un verre à vin en cristal. La façon dont elle l'avait regardé comme s'il faisait partie de la magie de la soirée. Il a posé la carafe et a pris une profonde inspiration. À table, la crème brûlée était arrivée. Un chef est sorti de la cuisine, portant un petit chalumeau à butane. Marie a regardé la bouche ouverte alors qu'il allumait la flamme, la tenait au-dessus de la crème recouverte de sucre et commençait à caraméliser la surface. Le sucre a bouilli et pétillé, passant du blanc à l'or et à l'ambre profond. « Oh mon Dieu !» a soufflé Marie. « Oh mon Dieu, papa, ça prend feu! Je te l'avais dit. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. » Le chef a souri, a terminé le chalumeau et a présenté le plat avec un léger salut. Pour la princesse d'anniversaire. Marie l'a regardé avec une expression de pure révérence. « Merci, vous êtes un artiste du feu. » Le chef a ri et s'est éloigné. Sophie a croisé mon regard de l'autre côté de la table, et nous avons partagé un regard. Le genre qui passe entre deux adultes qui regardent tous deux un enfant expérimenter l'émerveillement et reconnaissent à quel point c'est une chose rare et fragile. Marie a pris sa cuillère. Elle a tapoté la surface caramélisée du sucre, l'a entendu craquer et a haleté. « Papa, c'est croustillant dessus et moelleux dessous. » C'est l'idée. Pourquoi on n'en fait pas à la maison? Parce que je ne possède pas de chalumeau. On peut en avoir un? Absolument pas. Sophie, a dit Marie, se tournant vers sa nouvelle alliée. Dites-lui qu'on a besoin d'un chalumeau. Sophie a levé les mains. Je ne me mêle pas d'une négociation de chalumeau. Femme intelligente, j'ai dit.
Marie a pris sa première bouchée et a fermé les yeux. Elle n'a pas parlé pendant 5 bonnes secondes, ce qui pour Marie était une éternité. Papa, a-t-elle dit finalement, je crois que c'est le goût du paradis. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai essuyé une tache de caramel de sa joue. Alors je suis contente que tu aies pu y goûter. Maman aurait aimé ça, a dit Marie. La table est devenue silencieuse. Pas un silence gênant, un silence révérencieux. Le genre de silence qui apparaît quand quelqu'un dit quelque chose de vrai et que personne ne veut le couvrir de bruit. Oui, mon amour, j'ai dit. Elle aurait adoré. Commentaire personnel de l'auteur ici. Attendez, je dois faire une petite pause. Cette histoire, ce soir-là, avec Sophie, c'était d'une absurdité incroyable quand j'y repense. Je veux dire, imaginez, moi, Julien Mercier, ouvrier d'entrepôt, avec ma fille dans ce restaurant hors de prix, et cette femme, Sophie Whitmore, qui débarque, qui renverse les codes en un clin d'œil. Franchement, dans ma tête, j'étais entre « ça ne peut pas être réel » et « pourquoi cette femme si puissante se mêlerait-elle de nos problèmes ?» C'était tellement loin de ma réalité habituelle que ça en devenait presque une caricature. On m'aurait dit ça, j'aurais répondu. C'est le genre de truc qui arrive dans les films, pas dans ma vie à Lyon. Et pourtant, ça s'est passé. Et c'est peut-être ça le truc, non? La vie, elle te jette des surprises, des personnages que tu n'attendais pas, des moments qui cassent tout ce que tu croyais savoir. On pense toujours être maître de notre histoire, et puis un jour, une cuillère tombe et tout bascule. Ça vous semble aussi dingue à vous qu'à moi? Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre soufflet. Fin du commentaire personnel. Sophie a baissé les yeux sur ses mains. Elle a pensé à sa propre mère, Eleanor, qui était toujours vivante mais aurait aussi bien pu être un fantôme. Eleanor Whitmore vivait dans un penthouse à Paris, entourée d'art et de silence. Elle appelait Sophie une fois par mois, toujours le premier dimanche, toujours à 14 heures pile. Et les conversations ne duraient jamais plus de 7 minutes. Elle parlait du temps, des emplois du temps et des événements caritatifs. Elle ne parlait jamais de rien de réel. Sophie se demandait parfois si sa mère l'aimait ou la maintenait simplement. Comme on entretient une propriété, nécessaire, routinier, dépourvu de chaleur. Puis-je vous demander quelque chose? A dit Sophie à Julien. Bien sûr. Comment faites-vous seul? J'ai penché ma chaise en arrière. On ne le fait pas seul, c'est le mensonge. Les gens disent père célibataire comme si ça voulait dire qu'on le fait tout seul, mais ce n'est pas vrai. Il y a les maîtresses de Marie. Il y a mon frère, même s'il me rend fou. Il y a la dame à l'épicerie qui donne toujours un biscuit gratuit de la boulangerie à Marie. Il y a la mère de Manon qui appelle tous les dimanches pour lire une histoire à Marie au téléphone. J'ai marqué une pause. On le fait avec de l'aide. Il faut juste être prêt à l'accepter. J'ai regardé Sophie quand j'ai dit cette dernière partie. Elle l'a entendu. Elle savait que je le pensais aussi pour elle. Je ne suis pas très doué pour accepter l'aide, a-t-elle dit. J'ai remarqué. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Vous êtes assise à la table d'un inconnu un mardi soir en payant le dîner à des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Et vous avez toujours l'air de la personne la plus solitaire de la pièce. Sophie s'est figée. Son souffle s'est coupé et un instant, le masque, celui qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié l'existence, a glissé. Pas complètement. Juste assez pour que je puisse voir ce qu'il y avait en dessous. Pas une milliardaire. Pas une héritière. Pas un nom sur la couverture d'un magazine. Juste une femme. 34 ans, assise dans un restaurant rempli de gens qui connaissaient sa fortune, mais pas son deuxième prénom. « Je suis désolé », j'ai dit. C'était trop. « Non », a dit Sophie. Sa voix était rauque. C'est la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis des années. Marie, qui s'était concentrée sur l'excavation de la dernière molécule de crème brûlée du ramequin, a levé les yeux et a remarqué que les yeux de Sophie brillaient. « Vous êtes triste ?» a demandé Marie. Sophie a cligné des yeux. «
Non, ma puce, je ne suis pas triste. Vous avez l'air un peu triste. Parfois, les yeux des gens s'humidifient quand ils ressentent quelque chose de grand. Ça ne veut pas toujours dire triste. Marie a réfléchi à cela, comme quand papa regarde ma pièce de théâtre à l'école et que ses yeux sont humides. Mais il dit que c'est des allergies. J'ai gémi. Marie! C'est vrai, papa. Tu as pleuré quand j'ai joué l'arbre. Tu étais un arbre très émouvant. Sophie a ri, et cette fois le rire est venu avec des larmes, juste une ou deux coulant sur sa joue avant qu'elle ne les attrape avec le dos de sa main. Elle a ri et pleuré en même temps, et qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fait les deux au même moment. J'ai joué un arbre une fois, a dit Sophie en essuyant ses yeux. En CE2, ma mère a envoyé la nounou pour regarder. C'est triste, a dit Marie avec l'honnêteté brutale d'une enfant qui ne sait pas adoucir la vérité. Ça l'était, a convenu Sophie. Mais tu sais quoi? J'étais un super arbre. Je parie que oui. J'avais des feuilles et tout. Tu balançais dans le vent? Je balançais si fort qu'ils ont dû me dire d'arrêter. Marie a souri. On aurait été les meilleurs arbres de la forêt. Les meilleurs absolus. Et là, au milieu du restaurant le plus cher de Lyon, une milliardaire et une petite fille de 7 ans se sont liées autour de l'expérience partagée de jouer des arbres dans des pièces de théâtre scolaire. Et aucun d'eux n'a remarqué que le monde extérieur s'était obscurci, que la pluie était devenue plus forte, ou que Marc, le serveur, se tenait au bord de la pièce, tenant une porte-addition en cuir et ressemblant à un homme qui était sur le point de faire quelque chose qu'il regretterait. Il s'est approché de la table lentement. Chaque pas semblait lourd. Il pouvait sentir Coralie le regarder de l'autre côté de la pièce, ses yeux perçants, suivant son mouvement. Il s'est arrêté à la table et s'est éclairci la gorge. « Excusez-moi, j'ai l'addition détaillée quand vous serez prêt. » Il a posé le porte-addition en cuir sur la table, le positionnant directement devant moi. Pas devant Sophie, devant moi. Puis il l'a ouvert comme Coralie l'avait instruit, de sorte que le total complet soit visible. J'ai baissé les yeux. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. 412 €. 2 entrées, 2 plats, la crème brûlée, le jus de pomme, des frais de service de pain dont je n'avais pas connaissance, et une gratuité automatique de 17%. 412 €, plus que ce que je gagnais en une semaine après impôt. Mon visage n'a pas changé. J'avais passé des années à apprendre à absorber un coup sans le montrer. Mais ma main, celle qui reposait sur la table, s'est lentement serrée en un point. Sophie a vu l'addition. Elle a vu le chiffre et elle a vu où Marc l'avait placé. Elle a levé les yeux vers Marc. Le jeune serveur ne pouvait pas la regarder. Il fixait la nappe, la mâchoire serrée, le visage rougi de honte. « Marc, a dit Sophie doucement, qui vous a dit de faire ça? » Marc n'a pas répondu. Ses yeux ont involontairement cligné vers le bord, vers l'endroit où Coralie se tenait les bras croisés et le mince sourire aux lèvres. Sophie a suivi son regard, et quand ses yeux se sont fixés sur Coralie Deneuve, la température dans la pièce a chuté. Sophie a tendu la main par-dessus la table, a fermé le porte-addition et l'a fait glisser vers elle sans regarder de nouveau le chiffre. « C'est à moi, a-t-elle dit. » Sa voix était calme, mais dessous, il y avait quelque chose que je reconnaissais. La même stabilité contrôlée que j'avais utilisée quand j'avais dit ces 4 mots de plus tôt. Le genre de calme qui n'est pas la paix, c'est le pouvoir. Elle a cherché dans son sac, a sorti une carte noire et l'a posée sur le dossier. Puis elle a regardé Marc. « Vous êtes un bon gamin, a-t-elle dit. Ne laissez personne dans ce bâtiment vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. » Les yeux de Marc sont devenus rouges. Il a pris le dossier, a hoché la tête une fois et est parti rapidement, disparaissant dans le poste des serveurs avant que quiconque ne puisse voir son visage. Je fixais l'endroit où l'addition avait été. 412 €. Le chiffre résonnait dans ma tête. J'ai pensé aux 200 € de Pierre. J'ai pensé aux 47 € sur mon compte. J'ai pensé aux heures supplémentaires que je devrais faire pour rembourser mon frère.
Et j'ai pensé à la façon dont Coralie avait orchestré ce moment, en plaçant l'addition devant moi, en s'assurant que je vois le chiffre, en s'assurant que je ressente le poids de ce que je ne pouvais pas me permettre. « Julien, » a dit Sophie, j'ai levé les yeux. « Ne lui donnez pas ça, » a-t-elle dit. « Ne lui donnez pas la satisfaction de vous faire sentir petit. Pas ce soir, pas devant Marie. » J'ai regardé ma fille. Elle léchait le dernier morceau de caramel de sa cuillère, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas vu l'addition. Elle n'avait pas vu le chiffre. Elle n'avait pas vu la main de son père serrée en un point sous la table. J'ai desserré ma main. J'ai étalé mes doigts à plat sur la nappe blanche. J'ai pris une inspiration. « Vous avez raison », j'ai dit. Sophie a hoché la tête. Puis elle a repoussé sa chaise et s'est levée. « Où allez-vous » j'ai demandé. Sophie a regardé vers le bar où Coralie Deneuve se tenait toujours, les bras croisés, observant. « Gérer quelque chose » a dit Sophie. Et elle a traversé la salle à manger avec le genre de détermination qui a fait que chaque personne qu'elle croisait se tenait un peu plus droit, retenait son souffle un peu plus longtemps et se demandait ce qui allait se passer ensuite. Coralie l'a vue arriver. Le mince sourire s'est éteint. Elle a décroisé ses bras. Sophie s'est arrêtée à 1 mètre d'elle. « Nous devons parler », a dit Sophie. Coralie n'a pas bronché. Elle a tenu sa position derrière le bar, sa posture rigide, son menton légèrement relevé, comme le font les gens quand ils savent qu'ils ont été pris, mais refusent de l'admettre. Sophie s'est arrêtée devant elle et n'a rien dit pendant 3 secondes complètes. Elle a laissé le silence faire le travail. Elle avait appris cela de son père, la seule chose utile que Richard Whitmore lui ait jamais enseignée. Quand vous avez du pouvoir, vous n'avez pas besoin de vous presser. La pièce attendra. « Mademoiselle Whitmore, » a dit Coralie, « puis-je vous aider? Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez demandé à votre serveur de placer une addition détaillée devant un homme qui ne paie pas pour le dîner. » L'expression de Coralie n'a pas changé. « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. La procédure standard est de présenter l'addition à la table quand... » Non. La voix de Sophie était douce, mais le mot a atterri comme une porte qui claque. « Ne faites pas ça. Ne restez pas ici à me gérer comme si j'étais une cliente qui se plaint de la soupe. J'ai regardé le visage de votre serveur quand il a posé cette addition. Il ne voulait pas le faire. Quelqu'un le lui a dit et il a regardé directement vers vous. » La main gauche de Coralie a bougé vers le bord du bar. Un petit mouvement, presque rien. Mais Sophie l'a vu. La première fissure. « Je viens dans ce restaurant depuis 4 ans, » a continué Sophie. « J'ai dépensé plus d'argent dans ce bâtiment que la plupart des gens ne gagneront dans une vie. Je n'ai jamais dit à personne ici comment faire son travail. Mais ce soir, vous avez fait un choix. Vous avez décidé qu'un homme et sa fille ne méritaient pas d'être assis à une table qu'ils avaient réservée et payée. Et quand j'ai corrigé cela, vous avez trouvé un autre moyen de l'humilier. Alors, je vais vous demander une fois, Coralie. Pourquoi? » La bouche de Coralie s'est serrée. Elle a jeté un coup d'œil au-delà de Sophie vers la salle à manger où quelques tables observaient encore. Fourchette suspendue, conversation en pause. « Pouvons-nous discuter de cela dans un endroit plus privé? » a demandé Coralie. « Non, nous pouvons en discuter ici. Mademoiselle Whitmore, j'essayais simplement de maintenir le standard de l'expérience culinaire pour tous nos clients. Ce restaurant a une réputation. Notre clientèle s'attend à un certain... » « Un certain quoi? Dites-le. » Coralie a hésité. « Dites-le, » a répété Sophie. « Parce que je veux vous entendre terminer cette phrase. Votre clientèle s'attend à un certain type de personne, une certaine tranche d'imposition, une certaine paire de chaussures. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce que de là où j'étais assise, vous avez jeté un coup d'œil à la veste de cet homme et avez décidé qu'il n'avait pas sa place. Vous avez jeté un coup d'œil à sa fille, une petite fille de 7 ans, le jour de son anniversaire, et avez décidé qu'elle était un problème. Et quand une cuillère est tombée par terre, vous l'avez traitée comme une violation.
La contenance de Coralie s'est fissurée davantage. Sa voix a baissé jusqu'à être à peine plus qu'un murmure. Vous ne comprenez pas comment ça marche. J'ai des habitués qui dépensent 5 000 € par soir à ces tables. S'ils voient quelqu'un qui ne peut clairement pas se permettre d'être ici, ils commencent à poser des questions. Ils commencent à aller dans d'autres restaurants. Mon travail est de protéger cette pièce. Protéger de quoi? D'une enfant qui mange un cupcake? De tout ce qui perturbe l'expérience. Sophie a fait un pas de plus. Laissez-moi vous dire ce qui a perturbé mon expérience ce soir, Coralie. Ce n'était pas l'homme à la veste empruntée. Ce n'était pas la cuillère de sa fille qui tombait par terre. C'était vous, debout au-dessus de leur table, souriant de ce sourire, leur demandant de partir. Cela a perturbé mon expérience, Beth. Cela m'a fait honte d'être assise dans cette pièce. Le visage de Coralie est devenu rouge, non pas d'embarras, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui semblait avoir été enterré depuis longtemps et qui était maintenant tiré à la lumière malgré elle. « Vous ne savez pas ce que c'est, » a dit Coralie. Sa voix tremblait. « Vous entrez ici et tout le monde se plie en quatre pour vous servir. Vous n'avez jamais eu à vous battre pour une place à aucune table de votre vie. Moi, si. J'ai commencé sans rien. Je me suis frayé un chemin jusqu'à ce poste. J'ai gagné ma place ici. Et chaque jour, je dois prouver que j'appartiens, que je suis assez bonne, que je connais la différence entre les gens qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas. Parce que si je ne le fais pas, quelqu'un me remplace. » Sophie l'a regardé. Quelque chose a changé derrière ses yeux. Pas de la sympathie exactement, mais de la reconnaissance. La même reconnaissance qu'elle avait ressentie en entendant Julien dire ces 4 mots. « Alors, vous êtes devenue la gardienne, » a dit Sophie doucement. « Vous êtes sortie d'une boîte et avez passé le reste de votre vie à mettre d'autres personnes dans la boîte d'où vous vous êtes échappée. » Coralie a ouvert la bouche, l'a refermée. Sa main sur le bord tremblait maintenant. « Je ne vais pas vous faire virer, » a dit Sophie. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que cette petite fille là-bas va se souvenir de ce soir pour le reste de sa vie. Et j'ai besoin que vous compreniez qu'elle ne se souviendra pas de la nourriture. Elle ne se souviendra pas des nappes ou des verres en cristal ou de la crème brûlée, bien qu'elle se souviendra probablement du chalumeau. Elle va se souvenir de ce qu'elle a ressenti. Elle va se souvenir si le monde a été gentil avec elle ce soir ou non. Et en ce moment, vous avez encore une chance de faire partie de la version dont elle se souviendra. » Coralie a regardé vers la table. Je me penchais, écoutant ce que Marie disait, ma main reposant doucement sur le dossier de sa chaise. La petite fille gesticulait des 2 mains, racontant une histoire élaborée, sa robe bleue un peu froissée maintenant, la barrette rose à peine accrochée. « Elle ressemble à ma nièce, » a dit Coralie. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. Calme, sans garde, elle a cligné des yeux comme si elle était surprise par sa propre voix. « Alors traitez-la comme vous voudriez qu'on traite votre nièce, » a dit Sophie. Coralie n'a pas répondu. Elle est restée derrière le bar à fixer la table, et Sophie a pu voir quelque chose se passer derrière ses yeux. Une guerre entre la personne qu'elle s'était construite et la personne qu'elle avait été. Sophie connaissait cette guerre. Elle l'avait menée elle-même pendant des années. La version de vous qui survit n'est pas toujours la version de vous qui est gentille. Sophie s'est retournée et est revenue vers la table. Elle était à mi-chemin quand elle a entendu des pas derrière elle. Elle ne s'est pas retournée, mais elle a légèrement ralenti son pas. Coralie l'a suivie à travers la salle à manger. Chaque table suivait leur mouvement. La pièce retenait de nouveau son souffle, comme quand Sophie s'était levée pour la première fois, comme quand Julien avait dit ces 4 mots. Sophie a atteint la table et s'est assise. J'ai levé les yeux vers elle, lisant son visage, essayant de deviner ce qui s'était passé. « Tout va bien ?» j'ai demandé. « Ça ira », a dit Sophie. Coralie s'est arrêtée au bord de la table. Elle est restée là un instant et j'ai senti mes épaules se tendre. Ma main s'est déplacée instinctivement vers Marie.
Le réflexe protecteur qui était devenu une seconde nature depuis le jour où Manon était morte. Mais Coralie ne me regardait pas. Elle regardait Marie. « Excusez-moi, » a dit Coralie. Sa voix était différente maintenant, dépouillée de la douceur répétée, plus petite. « Je crois comprendre que c'est votre anniversaire. » Marie a levé les yeux et j'ai observé attentivement le visage de ma fille. Les enfants ont un radar que les adultes perdent avec le temps, une capacité à sentir si les mots d'une personne correspondent à ce qu'elle ressent réellement. Marie a étudié Coralie comme elle avait étudié Sophie plus tôt, avec cette évaluation concentrée, sans ciller. « J'ai 7 ans, » a dit Marie. « 7 ans, c'est merveilleux, » a dit Coralie. « J'aimerais... » Elle a marqué une pause à avaler. « J'aimerais vous offrir quelque chose de spécial au nom du restaurant, si votre père est d'accord. » Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard longuement. Je pouvais voir l'effort que cela lui coûtait. La façon dont sa mâchoire était serrée, la façon dont ses mains étaient jointes si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Ce n'était pas facile pour elle, et c'est peut-être ce qui m'a fait prendre ma décision. « C'est à Marie de décider, » j'ai dit. Marie a penché la tête. « Quel genre de quelque chose de spécial? »« Eh bien, » a dit Coralie, « nous avons un dessert qui n'est pas sur la carte. Le chef ne le fait que pour des occasions très spéciales. C'est un soufflé au chocolat. » Chaleur, chaleur, chaleur. La peur pousse les gens à faire des choses terribles, à devenir petits et méchants si on leur donne une raison. J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à toutes les fois dans ma propre vie où la peur m'avait rendu plus petit, plus acéré, plus dur que je ne voulais l'être. La première année après la mort de Manon, j'avais eu tellement peur d'échouer avec Marie que j'avais repoussé tout le monde. Mon frère, mes amis, les parents de Manon. Je m'étais convaincu que demander de l'aide signifiait admettre que je n'étais pas assez. Il m'a fallu presque perdre mon travail, presque perdre mon appartement et presque perdre la tête avant que je ne laisse enfin Pierre revenir. Oui, j'ai dit, je suppose que vous avez raison. 20 minutes plus tard, 3 soufflés au chocolat sont arrivés à la table. Ils sont venus sur des assiettes blanches, chacun parfaitement monté, le dessus doré et tremblant légèrement lorsque Marc les a posés. Un voile de sucre glace flottait dans l'air comme de la neige. Marie a fixé le sien avec le genre d'émerveillement habituellement réservé au coucher de soleil et aux feux d'artifice et aux premières neiges de l'hiver. « Ça respire », a-t-elle murmuré. « C'est de la vapeur, » j'ai dit. « Ça respire, papa. C'est vivant. » « Ce n'est pas vivant. »« Comment tu sais? Tu lui as demandé? » Sophie a pressé sa main sur sa bouche pour s'empêcher de rire. « Elle a un point, Julien. Ne l'encouragez pas. » Marie a pris sa cuillère et a cassé la croûte du soufflé. L'intérieur était sombre, fondant, incroyablement riche. Elle a pris une bouchée et est restée complètement silencieuse. Ses yeux se sont fermés, ses épaules se sont détendues. Tout son corps a semblé expirer. « Alors? » j'ai demandé. « Papa, » a-t-elle dit, les yeux toujours fermés. « Je n'ai pas de mots. C'est une première. Je suis sérieuse. Il n'y a pas de mots pour ça. Les mots n'ont pas encore été inventés. » Sophie a pris une bouchée de son propre soufflé et a dû admettre que la gamine n'avait pas tort. C'était extraordinaire. Mais ce n'était pas le chocolat qui faisait ce moment. C'étaient les 3 assis ensemble, un étrange petit trio qui n'avait rien à faire à la même table, partageant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu de trouver ce soir. J'ai mangé mon soufflé lentement. J'ai savouré chaque bouchée, non pas à cause du goût, mais à cause de ce qu'il représentait. Il y a 1 heure, j'étais prête à partir. Il y a 1 heure, ma fille avait essayé de disparaître dans sa chaise. Et maintenant, elle discutait si un soufflé était vivant. Et une milliardaire riait si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux. Et la réceptionniste qui avait essayé de nous humilier venait de nous envoyer le meilleur dessert de la maison. Je ne comprenais pas comment nous étions arrivés là, mais j'étais reconnaissant que nous y soyons. Quand les assiettes ont été vides, Marie s'est penchée en arrière sur sa chaise et s'est tapoté le ventre. « Je suis pleine », a-t-elle annoncé.
Je suis la plus pleine que j'ai jamais été de toute ma vie. C'est beaucoup de plein, a dit Sophie. Le plus plein, plein maximum. Elle a marqué une pause. Papa, je peux demander quelque chose à Sophie? Tu peux demander. Ça ne veut pas dire qu'elle doit répondre. Marie s'est tournée vers Sophie avec une expression à la fois innocente et d'une perspicacité dévastatrice. Pourquoi étiez-vous assise seule? Sophie a posé son verre d'eau. Elle a regardé Marie et un instant, elle a envisagé de donner la réponse facile, la réponse sûre, le genre de réponse que les adultes donnent aux enfants quand ils ne veulent pas expliquer les parties compliquées de la vie. Mais Marie avait été honnête avec elle toute la nuit. Les crêpes plates, les allergies à la pièce de l'école, la barrette rose qui ne tenait jamais. Cet enfant ne trafiquait pas de demi-vérité. Elle méritait mieux. Parce que je n'ai pas beaucoup de gens dans ma vie qui veulent s'asseoir avec moi pour les bonnes raisons, a dit Sophie. Marie a froncé les sourcils. Quelles sont les mauvaises raisons? L'argent, le statut, ce qu'ils pensent que je peux faire pour eux. C'est bête. Oui, ça l'est. Vous n'êtes pas bête, par contre. Vous êtes très gentille et vous aimez les crêpes plates. C'est une bonne qualité. Sophie a souri, mais son menton a légèrement tremblé. Merci, Marie. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Vous pourriez vous asseoir avec nous n'importe quand, a dit Marie. N'est-ce pas, papa? J'ai regardé Sophie, cette femme qui était entrée dans notre soirée sans y être invitée et avait tout changé. Cette femme qui avait défendu ma fille sans qu'on le lui demande. Cette femme qui avait affronté Coralie, payé l'addition et s'était assise à notre table, non pas parce qu'elle nous plaignait, mais parce qu'elle avait autant besoin de nous que nous avions besoin d'elle. Oui, j'ai dit, n'importe quand. Sophie a cherché dans son sac, elle a sorti une carte de visite, couleur crème, papier épais, son nom estampé en bleu foncé. Elle l'a glissé sur la table vers moi. Je sais que vous avez dit que ce soir suffisait, a-t-elle dit. Et je respecte cela, mais si Marie a un jour besoin de quoi que ce soit, de l'école, de l'université, de quoi que ce soit, je veux que vous m'appeliez. J'ai regardé la carte. Je ne l'ai pas prise tout de suite. Je l'ai fixée comme j'avais fixé l'addition plus tôt. Non pas l'objet lui-même, mais ce que cela signifiait. Je ne cherche pas d'aumône, Sophie. Je sais que non. C'est exactement pour ça que je l'offre. J'ai pris la carte, l'ai retournée entre mes doigts, l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste empruntée. Merci, j'ai dit. Merci, a-t-elle répondu. À vous deux. Marc est apparu à la table une fois de plus. Il avait l'air différent maintenant, plus calme, plus stable, comme si quelque chose qui n'allait pas en lui avait été remis à sa place. « Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter ce soir? » a-t-il demandé. Marie a levé les yeux vers lui. « Marc? Ouais. Vous êtes mon serveur préféré du monde entier. » Le visage de Marc s'est fendu d'un sourire, large, authentique, le genre de sourire qui commence dans la poitrine et monte. Et vous êtes ma cliente préférée du monde entier. Je peux revenir pour mon 8e anniversaire. Je vous réserverai la meilleure table de la maison, celle près de la fenêtre. Celle près de la fenêtre. Marie a regardé Julien. « Papa, on revient l'année prochaine. » J'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où l'addition avait été 92 €. J'ai pensé à mon compte courant, à mes heures supplémentaires, auprès de mon frère. Puis j'ai regardé le visage de ma fille, la joie, la plénitude, la certitude absolue que le monde était un bon endroit parce que les gens avaient été bons avec elle ce soir. « On verra, » j'ai dit. « Ça veut dire oui, » a murmuré Marie à Sophie. « Je sais, » a chuchoté Sophie en retour. Je me suis levé de table et j'ai tendu ma main à Marie. Elle a glissé de sa chaise, a pris ma main et a redressé sa robe bleue avec le sérieux d'une diplomate se préparant pour une photo. Sophie s'est levée aussi. Tous les trois se sont fait face au centre de la salle à manger, entourés de tables remplies de gens qui avaient regardé toute cette soirée se dérouler, comme une pièce jouée sans scène. « Sophie, » a dit Marie, la regardant avec ses grands yeux sans garde. « Je suis contente que vous soyez assise avec nous.
Sophie s'est agenouillée de manière à être à la hauteur des yeux de la jeune fille. Elle a tendu la main et a ajusté la barrette rose qui n'avait cessé de glisser des cheveux de Marie toute la nuit. Elle l'a pressée doucement en place, l'a tenue un instant, puis a lâché prise. « Elle reste maintenant, » a dit Sophie. Marie a touché la barrette. « Merci. » Sophie l'a regardé un instant de plus, mémorisant le visage, la robe, l'intrépidité absolue d'une enfant de 7 ans qui avait été bousculée et s'était relevée en l'espace d'une seule soirée. « Joyeux anniversaire, Marie, » a-t-elle dit. « Joyeux anniversaire à vous aussi, » a dit Marie. Sophie a ri doucement. « Ce n'est pas mon anniversaire. »« Je sais, mais vous aviez l'air d'en avoir besoin un. » Sophie a serré les lèvres. Elle s'est levée, s'est tournée vers Julien et lui a tendu la main. Il l'a prise. Ils se sont serrés la main une fois, fermement et régulièrement. Et dans cette poignée de main, il y avait tout ce qu'aucun d'eux ne pouvait dire à voix haute. Gratitude, respect, le cadeau étrange et inattendu d'être vu par un étranger un mardi soir ordinaire. « Bonne nuit, Julien. »« Bonne nuit, Sophie. » Il s'est retourné, la main de Marie dans la sienne, et ils ont marché vers la porte. Marie a jeté un coup d'œil en arrière et a fait un signe de la main. Sophie a répondu d'un signe, puis ils ont disparu, à travers les portes vitrées, sous la pluie, dans la nuit sombre d'octobre, qui était d'une manière ou d'une autre devenue la nuit la plus brillante de l'année. Sophie est restée seule à la table pendant longtemps après leur départ. La salle à manger était revenue à la normale. Les fourchettes bougeaient, les verres tintaient, les conversations reprenaient leur rythme prudent. Mais Sophie n'entendait rien de tout cela. Elle fixait la porte, l'espace où Julien et Marie avaient été, et elle ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la tristesse, pas du bonheur, quelque chose entre les deux. Quelque chose qui faisait mal d'une manière presque agréable. Elle s'est assise de nouveau, non pas à sa propre table, mais à la leur. Table 14. La nappe blanche avait encore une légère trace du verre de jus de pomme de Marie. Une miette de cupcake était posée près du bord. La bougie avait fondu en une petite flaque de cire sur l'assiette. Mark s'est approché prudemment. « Mademoiselle Whitmore, puis-je vous apporter quelque chose? »« Non, » a-t-elle dit. « En fait, oui. Asseyez-vous un instant. » Mark a hésité. « Je ne suis pas censé m'asseoir. » Mark, il s'est assis, il a croisé les mains sur la table comme un élève assis dans le bureau du directeur. Droit, nerveux, se préparant à ce qui allait suivre. « Je vous dois des excuses, » a dit Sophie. Mark a cligné des yeux. « Vous? Pourquoi? Parce que je vous ai dit de ne laisser personne dans ce bâtiment vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Mais j'aurais dû en dire plus. J'aurais dû vous demander si vous alliez bien. » Mark a baissé les yeux sur ses mains. « Ça va. »« Non, ça ne va pas. Vous avez fait quelque chose ce soir que vous ne vouliez pas faire et ça vous pèse sur la poitrine en ce moment comme un roc. Je le sais parce que j'ai fait la même chose 100 fois. Quelqu'un avec plus de pouvoir vous dit de faire quelque chose qui semble mal et vous le faites parce que vous avez peur de ce qui se passe si vous ne le faites pas. » Mark n'a pas répondu. Sa mâchoire travaillait, les muscles tendus, ses yeux fixés sur la nappe. « Combien gagnez-vous un vendredi soir? » a demandé Sophie. « Les pourboires? Peut-être 200 €, 250 un bon soir. Et c'est pour ça que vous l'avez fait. Oui, je comprends ça. Je ne vous juge pas. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Cette petite fille ira bien. Son père va s'en assurer. La question est de savoir si vous allez bien. C'est la première fois que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous êtes, ça fait mal. La deuxième fois, ça fait moins mal. Et la 10e fois, vous ne le sentez plus du tout. Et c'est là que vous devenez Coralie. La tête de Mark s'est redressée. Ses yeux étaient humides. « Je ne veux pas être comme elle, » a-t-il dit. « Alors ne le soyez pas. La prochaine fois que quelqu'un vous dira de faire quelque chose de cruel, dites non. Et s'il vous virne pour ça, vous m'appelez. »
Elle a cherché dans son sac et sorti une deuxième carte de visite et l'a posée devant lui. « Je suis sérieuse. » Marc a pris la carte. Il l'a retournée entre ses doigts de la même manière que Julien, puis il l'a glissée dans la poche de sa chemise et s'est levé. « Merci, mademoiselle Whitmore. »« Sophie. »« Merci, Sophie. » Il s'est éloigné et Sophie l'a regardé partir. Elle a pensé à tous les Marcs du monde, des jeunes au début de leur vie, se tenant à l'intersection du compromis et de la conviction, essayant de trouver quel chemin mène quelque part où ils peuvent vivre en paix. Elle a pris son téléphone. 3 appels manqués de David, 2 SMS, un de sa mère. L'appel mensuel du dimanche reporté à mardi parce qu'Eleanor avait un empêchement. Sophie a fixé le SMS de sa mère pendant longtemps. « Chérie, notre appel a été décalé à jeudi. Réunion de conseil prolongée. J'espère que tu vas bien. » 12 mots. Pas de questions. Pas de chaleur. Juste de la planification. Sophie a tapé une réponse, puis l'a supprimée, en a tapé une autre, l'a supprimée aussi. Elle a posé le téléphone face vers le bas sur la table et a appuyé ses paumes contre ses yeux. Elle a pensé à Marie, disant « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un anniversaire. » Elle a pensé à Julien, disant « Vous avez toujours l'air de la personne la plus solitaire de la pièce. » Elle a pensé à son père mourant seul dans cette chambre d'hôpital parce qu'il avait dit aux infirmières qu'il n'avait besoin de personne. Et elle a pensé à elle-même assise seule à une table pour 2 dans un restaurant rempli de monde. Et elle a réalisé avec une clarté qui ressemblait à de l'eau glacée qu'elle devenait lui. Non pas l'homme d'affaires, non pas le milliardaire, l'homme qui ne pouvait laisser personne entrer, l'homme qui confondait l'indépendance avec l'isolement, l'homme qui est mort avec 40 milliards d'euros et personne ne lui tenait la main. Sophie a repris son téléphone. Cette fois, elle n'a pas envoyé de SMS à sa mère. Elle a appelé David. Il a répondu à la première sonnerie. « Sophie, où étiez-vous? J'essayais de vous joindre depuis. »« David, j'ai besoin que vous annuliez mes apparitions pour le reste de la semaine. » Silence. Toutes? Toutes. « Sophie, vous avez le gala de la Fondation Whitmore samedi. 300 invités. Le gouverneur vient. Vous ne pouvez pas simplement... Je n'annule pas le gala. J'annule tout le reste. Les déjeuners, les interviews, le cocktail de jeudi, tout ça. » Puis je demandais pourquoi. Sophie a regardé la nappe, la trace du verre de jus de pomme, la bougie fondue. « Parce que j'ai besoin de savoir qui je suis quand je ne jouais pas un rôle, » a-t-elle dit. David est resté silencieux un instant. En 4 ans de travail pour Sophie Whitmore, il ne l'avait jamais entendu dire quelque chose de pareil. « D'accord, » a-t-il dit doucement, « je m'en occupe. »« Merci, David. » Elle a raccroché. Elle est restée assise à la table quelques minutes de plus, respirant, pensant, laissant le bruit du restaurant l'envelopper comme de l'eau. Puis elle s'est levée, a pris son sac à main et a marché vers la porte. Elle a croisé Coralie en sortant. La réceptionniste se tenait à son pupitre, droite, professionnelle, le visage soigneusement neutre. Sophie s'est arrêtée. Coralie. « Mademoiselle Whitmore, ce que j'ai dit plus tôt à propos de vous devenant la gardienne, je le pensais. Mais je veux aussi que vous sachiez que je comprends pourquoi la survie nous fait faire des choses laides. La question est de savoir si nous continuons à les faire après que nous n'ayons plus besoin de le faire. » Les lèvres de Coralie se sont serrées. Elle n'a pas répondu, mais quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une lueur de quelque chose qui aurait pu être le début d'une très longue conversation avec elle-même. Sophie est sortie sous la pluie. Elle est restée un instant sous la verrière, l'air froid d'octobre vif sur son visage, et elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Éveillée. Pas le genre caféine, le vrai genre. Le genre où le monde semble soudain différent parce que vous êtes différente. Et vous êtes différente parce que quelqu'un vous a montré une version de la vie dont vous aviez oublié l'existence. Elle a sorti son téléphone et a commandé sa voiture. Pendant qu'elle attendait, elle a regardé la rue dans la direction où Julien et Marie étaient partis. Ils étaient partis depuis longtemps. Quelque part sous la pluie,
Un ouvrier d'entrepôt portait sa fille vers une vieille Civic avec 187 000 kilomètres au compteur, et une enfant de 7 ans parlait probablement encore de pudding de feu et de soufflé qui respire. Sophie a souri, un vrai sourire, le genre que personne ne regardait. 2 pâtés de maison plus loin, Julien faisait exactement ce que Sophie imaginait. Marie était sur son dos, ses bras enroulés autour de son cou, son visage pressé contre mon épaule pour se protéger de la pluie. Ma veste empruntée était trempée. Je m'en fichais. Papa, oui, c'était la meilleure soirée de tous les temps. Oui. Mieux que quand on est allé au parc aquatique. Bien mieux. Mieux que Noël. Papa, ce n'était pas une compétition, sonné dans la rue vide, se mêlant à la pluie. Et un instant, le monde a semblé avoir la bonne taille. Ni trop grand, ni trop petit. Juste un père et sa fille marchant dans l'obscurité. Papa. Oui, ma puce. Pourquoi cette dame était méchante avec nous? La première? Celle à la porte. J'ai ralenti mon pas. J'attendais cette question. Je savais qu'elle allait venir. Marie traitait les choses lentement, les retournant dans son esprit comme des pierres dans un tambour. Et quand elle était prête, elle demandait. Certaines personnes décident qui tu es avant de te connaître. J'ai dit. Elles regardent ce que tu portes ou ce que tu conduis ou où tu vis, et elles se font une idée. Ce n'est pas juste, mais ça arrive. C'est ce qu'elle a fait? Elle a regardé tes chaussures. Oui, elle a regardé mes chaussures. Tes chaussures sont très bien, papa. Ce sont de bonnes chaussures. Merci, mon amour. Elles sont un peu moches, mais elles fonctionnent. J'apprécie l'honnêteté. Marie est restée silencieuse un instant, rebondissant doucement sur mon dos pendant que je marchais. Papa, pourquoi tu ne lui as pas crié dessus? Parce que crier ne répare rien. Mais tu étais en colère. Je l'ai senti. Ta main s'est serrée. J'ai ajusté Marie sur mon dos. Oui, j'étais en colère, mais il y a une différence entre être en colère et agir en colère. Agir en colère, c'est bien. Ça veut dire que quelque chose ne va pas et tu le ressens. Agir en colère, crier, faire une scène, ça aggrave généralement les choses. Et je ne voulais pas aggraver les choses. Pas le jour de ton anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère, mais que tu ne veux pas crier? Tu respires, tu réfléchis, et tu dis la chose vraie. Elle est avec moi, a dit Marie. Oui, c'était de la chose vraie. C'était de la chose vraie. Nous avons atteint la voiture, j'ai posé Marie, j'ai ouvert la porte passager, et elle est montée. J'ai attaché sa ceinture, j'ai fait le tour côté conducteur, et je suis monté. Le moteur a démarré au 2e essai. Le chauffage a toussé, soufflant de l'air froid qui s'est lentement réchauffé. Marie a tapé ses pieds contre le siège, sa robe bleue humide sur les bords, la barrette rose, celle que Sophie avait fixée toujours parfaitement en place. Papa. Sophie, c'était triste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle avait les yeux humides et elle était assise seule. Personne ne devrait dîner seul un mardi. C'est une observation assez sage. Madame Dubois dit que je suis intelligente émotionnellement. Madame Dubois a raison. Tu crois que Sophie va aller bien? J'ai sorti de la place de parking et j'ai tourné sur la route principale. Les essuie-glaces battaient d'avant en arrière, repoussant la pluie en arc régulier. Je pense qu'elle va aller mieux que bien, j'ai dit. Je pense que ce soir a changé quelque chose pour elle. Ça a changé quelque chose pour moi aussi. Oui, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que je veux être quand je serai grande. Dis-moi. Je veux être le genre de personne qui se lève comme toi et comme Sophie. Je veux être la personne qui dit « elle reste » quand quelqu'un essaie de faire partir quelqu'un. Ma poignée sur le volant s'est resserrée. Pas de colère cette fois, mais de quelque chose qui pressait contre l'intérieur de ma poitrine si fort que je pensais qu'elle pourrait éclater. Fierté, amour, le poids accablant, terrifiant, magnifique de savoir que cette petite personne observait tout ce que je faisais et en tirait des leçons.
C'est la meilleure chose que tu puisses jamais être, j'ai dit. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot et je n'ai pas essayé de le cacher. Papa, tu refais ton truc d'allergie? À fond. C'est bon. Je ne le dirai à personne. Nous avons roulé en silence un moment. La pluie s'est calmée. Les lumières de la rue se sont brouillées. Lyon la nuit, humide et brillante. Le genre de ville qui ne semble pas grand-chose de l'extérieur, mais qui recèle des mondes entiers dans ses maisons, ses appartements, ses restaurants et ses entrepôts. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai porté Marie à l'intérieur. Elle était à moitié endormie, la tête sur mon épaule, les bras lâches autour de mon cou. Je l'ai portée jusqu'à sa chambre, l'ai posée sur le lit et j'ai soigneusement dézippé le dos de sa robe bleue. Je l'ai aidée à enfiler son pyjama, celui avec les petites étoiles, et j'ai tiré la couverture jusqu'à son menton. Papa, oui, tu peux prendre la brosse de maman? Je suis allé à l'étagère où elle la gardait, l'ai rapportée et l'ai posée sur l'oreiller à côté d'elle. Elle a enroulé ses doigts autour du manche et a fermé les yeux. Bonne nuit de ma fêtée, j'ai murmuré. Bonne nuit de papa, merci de m'avoir emmené dans un endroit chic. N'importe quand, l'année prochaine aussi. L'année prochaine aussi. Elle a souri les yeux fermés et en 30 secondes, elle dormait. Je suis resté dans l'embrasure de sa chambre et je l'ai regardé respirer, inspirer et expirer. Le son le plus important du monde. J'ai pensé à Manon. J'ai pensé à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir Marie en ce moment. 7 ans, courageuse, gentille, dormant avec la brosse de sa mère, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de lui tenir la main. Elle est incroyable, Manon, j'ai murmuré. Tu serais tellement fier. Je suis allé à la cuisine, je me suis assis à la petite table où Marie avait mangé des céréales ce matin-là, et j'ai sorti la carte de visite de Sophie de la poche de ma veste. Je l'ai retournée entre mes mains. Couleur crème, papier épais, Sophie Whitmore, un numéro de téléphone, un email, rien d'autre. Je l'ai posée sur la table, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé le plafond. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Pierre. Merci pour le prêt. Elle a eu le meilleur anniversaire de sa vie. Pierre a répondu en moins d'1 minute. De rien. Tu es un bon père, Julien. J'ai posé le téléphone. Je me suis assis dans la cuisine silencieuse, écoutant la pluie sur le toit et ma fille respirer dans le couloir. Et je me suis laissé ressentir. Tout. L'épuisement, la gratitude, le chagrin qui ne nous quitte jamais complètement, mais qui parfois s'écarte juste assez longtemps pour que la joie puisse s'infiltrer. Dans son appartement, à travers la ville, Sophie Whitmore est entrée et a posé son sac à main sur le comptoir. L'endroit était impeccable, nettoyé par des professionnels, parfaitement agencé, pas un seul objet déplacé. On aurait dit une double page de magazine. On aurait dit que personne n'y vivait. Elle a retiré ses talons. Elle a marché jusqu'à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a fixé le contenu. Eau pétillante, kits de salade bio, une bouteille de vin qui coûtait 300 €. Elle a fermé le réfrigérateur et a ouvert une armoire. Au fond, derrière le thé importé et le miel artisanal, se trouvait une boîte de préparation pour crêpes. Elle l'avait achetée il y a des mois sur un coup de tête lors d'une course que son assistante gérait habituellement. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait achetée. Elle ne possédait même pas de crêpière. Elle l'a sortie, l'a posée sur le comptoir et l'a fixée. Puis elle a pris son téléphone, a fait défiler jusqu'au nouveau contact qu'elle avait ajouté, Julien Mercier, table 14, et a tapé un message. Marie m'a invité pour des crêpes samedi. J'apporte mon propre sirop et une crêpière. Faites-moi savoir si l'offre tient toujours. Elle a fixé le message pendant longtemps. Son pouce planait au-dessus du bouton d'envoi. Chaque instinct qu'elle avait développé en 34 ans lui disait de ne pas l'envoyer. Ne t'attache pas. Ne laisse pas les gens entrer. N'aie besoin de personne. Elle a appuyé sur envoyer. 3 minutes se sont écoulées. Puis 5, puis 7.
Sophie a posé le téléphone sur le comptoir et s'est dit que ça n'avait pas d'importance. Il était probablement endormi. Il était probablement occupé. Il pensait probablement qu'elle était ridicule, une milliardaire s'invitant dans la cuisine d'un ouvrier d'entrepôt pour des crêpes. Son téléphone a vibré. L'offre tient. 9 heures. Attention, les crêpes sont vraiment plates. Marie n'exagérait pas. Sophie a ri, seule dans son appartement impeccable, debout pieds nus dans sa cuisine à 23 heures. Elle a ri, puis elle a retapé. J'aime les crêpes plates. Elle a posé le téléphone, s'est appuyée contre le comptoir et a pressé ses mains sur son visage. Elle laisse rester comme ça longtemps, respirant, sentant le poids de la soirée s'installer dans ses os. Quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental. Comme une porte qu'elle avait verrouillée il y a des années, avait été forcée par une fillette de 7 ans avec une barrette rose et une question sur les princesses. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle ne savait pas si samedi serait maladroit ou merveilleux, ou les deux. Elle ne savait pas si Julien utiliserait un jour la carte qu'elle lui avait donnée, ou si elle s'assiérait de nouveau à leur table. Elle ne connaissait aucune des réponses, mais pour la première fois depuis qu'elle se souvenait, elle était prête à le découvrir. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, à Marie et à moi. D'autres fois, je me dis que j'ai commis une erreur, que j'aurais dû maintenir mes distances avec Sophie. C'était trop beau pour être vrai, non? C'était compliqué. Il y a des matins où le poids de tout ça me pèse encore. Sophie, Coralie, Marc, ce sont des personnes qu'on n'oublie pas. Et Marie, elle, se souvient de ce soir-là comme si c'était hier. C'est peut-être ça le vrai miracle, la mémoire qu'elle en a gardée. Et la façon dont cette mémoire, cette petite étincelle, a réussi à allumer quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu, même chez moi. C'est ça la vie, je suppose. Pleine de flou, d'incertitude, mais avec parfois de la lumière.